Le webinaire de cet après d'à-midi, donc, avant de leur donner la parole, je vais vous les présenter toutes les deux, Patricia Lapointe et Marie Thériault. Donc, Patricia, elle est conseillère pédagogique affectée au dossier de la réussite depuis près de 20 ans au Cégep Limoilou. Elle a été responsable de la veille et de la valorisation des connaissances en lien avec la réussite en enseignement supérieur pour le CAPREL, c'est un organisme que je connais bien, pendant 3 ans. Elle est animatrice depuis 3 ans bientôt d'ailleurs, d'une communauté de pratique sur la pédagogie inclusive. Quant à Marie, elle a obtenu un baccalauréat en psychologie en 2008. Je vais lui demander si c'est à l'Université Laval. C'est là que j'ai obtenu le mien en psycho. Elle a complété un baccalauréat en enseignement et en adaptation scolaire et en orthopédagogie. Et après son baccalauréat, elle a obtenu des contrats en orthopédagogie dans les écoles primaires. Et Maryse, maintenant, elle travaille comme conseillère en services adaptés au Cégep Limoilou depuis janvier 2012, où elle évalue les besoins des étudiants en situation de handicap et s'assure que les outils pédagogiques et technologiques soient adaptés à leur réalité afin de favoriser l'apprentissage et l'intégration de ces étudiants. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférencières. Bon webinaire, tout le monde. Bonjour, ça nous fait plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc, moi, c'est Patricia Lapointe et ma collègue Maryse. Bonjour, Donc, bonjour. on va vous partager le support, le PowerPoint qu'on a prévu pour vous. Comme ça. Voilà. Donc, on est venu aujourd'hui vous parler de la communauté de pratique sur la pédagogie inclusive qui a vu le jour au Cégep Limoilou depuis 3 ans. Ça fait déjà 3 ans qu'on le fait. Donc, notre présentation, on a ciblé 6 grandes sections. On va vous parler des besoins qui nous ont amenés à créer cette communauté-là, la sélection, la composition du groupe d'enseignants qui en font partie, notre modèle de communauté de pratique qui est adapté à notre réalité, les outils qu'on a développés, les liens avec les départements que les enseignants entretiennent, puis les retombées observées de la copie. On doit vous dire tout de suite qu'on en est dans notre 3e cohorte. On est un petit peu plus qu'au milieu de la session. Donc, on va pouvoir vous parler des retombées, mais on n'a pas évalué le projet encore. On a tout simplement apprécié là, la participation des membres. Donc, pour commencer avec le point 1, je vous dirais que comme dans tous les collèges, l'augmentation importante du nombre d'étudiants qui a des besoins particuliers ou qui est en situation de handicap a vraiment augmenté depuis les 10-15 dernières années. On sentait un besoin au Cégep Limoilou comme ailleurs, des besoins de formation chez les enseignants par rapport à l'inclusion, par rapport à la conception universelle de l'apprentissage, puis aussi par rapport à l'évaluation, parce que c'est souvent là que le bas blesse. On a participé aux activités qui étaient organisées par les CCSI, les centres collégiaux du soutien à l'intégration, et puis on est en contact avec d'autres collèges qui avaient des projets de communauté de pratique dans le réseau. Il y a une des activités, je pense, c'était en 2017-18, où on est allé au CCSI, puis on était regroupés par intérêt ou par degré de connaissance de la CUA. Puis c'est là que j'ai personnellement eu la chance d'être assise avec des gens de d'autres collèges, en particulier Dawson. Je tiens à vous saluer, les collègues de Dawson, parce qu'ils ont été très généreuses par la suite, puis nous ont inspirés dans la création de notre modèle à Limoilou. Donc, c'est vraiment venu de là, l'étincelle, l'idée de créer une communauté de pratique pour pouvoir soutenir les besoins qu'on observait. Ça devenait de plus en plus évident la pertinence de créer un lieu d'échange sur la pédagogie inclusive parce que ça se rajoutait en fait comme compétence aux enseignants qui ont déjà leur discipline enseignée puis qui ont déjà à être un pédagogue puis à se perfectionner en pédagogie. Mais on voyait que là, il se rajoutait un niveau puis qu'il manquait un lieu d'échange et de formation là-dessus puis que les 5 journées pédagogiques ne parvenaient pas à répondre à tous ces besoins-là. Par le fait même, il y a eu l'arrivée en 2016 de l'enveloppe ministérielle pour soutenir la réussite des étudiants à besoins particuliers. On a développé tout plein de projets à Limoilou, mais la communauté de pratique en fait partie parce que vous allez voir que nous, on libère les enseignants pour qu'ils puissent y participer, puis l'argent vient de là. Donc, après avoir parlé avec les gens de CCSI, les collègues des collèges, on a déposé un projet à la direction des études, puis par la suite en association avec la direction des affaires étudiantes pour avoir la collaboration d'une conseillère en services adaptés. Puis, je pense que c'est un point très important
une belle richesse qu'on a dans l'animation du projet-là, c'est qu'on est 2 professionnels, mais on vient de 2 directions différentes. Moi, je suis à la direction des études, Maryse aux affaires étudiantes, elle est orthopédagogue, moi, je suis conseillère pédagogique. Donc, on se complète vraiment bien dans nos expertises. Puis du fait qu'on vienne de 2 directions, bien, ça émule de chaque côté. On peut en parler chacun de notre côté. Puis c'est vraiment un duo gagnant. Là, ça vient de se répéter par ailleurs des collaborations comme ça entre les 2 types de professionnels. Donc, le dépôt du projet a été fait à la direction des études. On a réussi à avoir une CSA avec nous. Et puis là, avant de lancer le projet, puisqu'on a commencé à l'hiver 2019, mais pendant l'automne 18, quand on a su qu'on avait les ressources pour le partir puis le mandat de le faire chez les professionnels, bien, on tenait à bien connaître les bonnes conditions pour mettre sur pied une communauté de pratique. Puis là, moi, j'ai consulté surtout le guide du CEFRIO. J'ai consulté d'autres littératures, mais je trouvais ça important. Vous avez le lien, là, quand on m'a envoyé le PowerPoint, vous allez pouvoir le voir. C'est qu'on voulait appuyer notre communauté sur la littérature, mais qu'elle réponde quand même à nos besoins puis à notre réalité. Donc, c'était intéressant là, de voir toutes les conditions à mettre en place, réfléchir à certains aspects, parce que des communautés de pratique, il y en a de toutes sortes de formes. Il y en a qui sont très spontanées, qui sont très informelles, mais on jugeait dans notre milieu qu'il fallait un minimum de structure puis de conditions facilitantes là, pour les enseignants. Donc, si ça vous intéresse d'aller vous réfléchir ou penser à différents aspects avant de vous lancer dans une communauté de pratique, on vous recommande vraiment le guide du CIFRIO. Maryse. Oui, ben bonjour, Marie Thériault, donc conseillère en sciences adaptées. Donc, je vais prendre le relais. Moi, c'est ma première année là, comme animatrice de la communauté de pratique. J'ai pris le relais de ma collègue Annabelle Ouellette. Donc, ça me fait plaisir de venir présenter ce qu'on a fait jusqu'à ce jour là, avec la copie à Limoilou. Donc, je vais vous parler de la sélection et la composition du groupe. Donc, comment on fait là, pour reformer à Limoilou là, cette belle banque, dans le fond, ce groupe d'enseignants. On fait un appel de candidature là, à peu près en octobre. Donc, les enseignants intéressés doivent remplir un petit questionnaire où on va retrouver certaines informations. Donc, nous, pour sélectionner là, les enseignants parmi les candidatures reçues, donc, il y a 2 aspects qu'on prend en considération. Le premier aspect, c'est au niveau des caractéristiques personnelles des enseignants. Donc, on a un petit peu un profil recherché. Donc, naturellement, on veut des enseignants curieux et qui ont un intérêt là, marqué pour le thème de la pédagogie inclusive, naturellement. Donc, on souhaite aussi avoir des enseignants qui ont une belle ouverture d'esprit, qui sont ouverts au débat d'idées, donc accueillir les idées des autres, ouverts aussi au changement, dans le fond, pour faire évoluer leurs pratiques selon ce qu'ils auront appris, là, ce qu'ils auront vu pendant les rencontres avec les collègues. Naturellement, on s'attend des enseignants aussi assidus, engagés là, tout au long de la copie qu'on appelle, là, qui sont actifs aussi, une participation active, qui sont généreux, qui sont respectueux également. Et finalement, l'entraide aussi est une belle valeur. Donc, on souhaite des enseignants qui veulent aider les collègues, hein, qui font face, des fois, des collègues font face à des défis, donc pouvoir les soutenir, les outiller, les conseiller là-dedans aussi. Donc, pour nous, c'était quand même important, là, ces caractéristiques-là. L'autre aspect, là, il y a un élément plus de nature administrative. Hein, souvent, on n'y échappe pas. Donc, l'enseignant doit avoir aussi un cours à sa tâche. Donc, ça ne peut pas être un enseignant qui a juste une journée, semaine, par exemple. Il faut vraiment qu'il ait un groupe où il pourra appliquer simultanément là, les stratégies pédagogiques qu'il aura vues, découvertes tout au long des rencontres de la copie. Donc, pour faire vivre les expériences là, avec ses étudiants. Ensuite de ça, on veut richesse des niveaux d'expérience variés. Donc oui, on cherche des enseignants autant néophytes, donc qui n'ont pas des grandes connaissances au niveau de la pédagogie inclusive, à des enseignants qui sont plus initiés, qui sont plus à l'aise avec le sujet, et des experts aussi, là, pour s'entraider, pour pouvoir faire partager de l'expertise des experts aux enseignants qui ont un petit peu moins de connaissances là-dedans. Donc, pour nous, c'est important. Ensuite, on visait aussi un enseignant par département dans l'optique d'aller toucher le plus de départements possible là, au fil des cohortes, au fil des années. Donc là, nous, on est à notre 3e cohorte, comme on disait. Jusqu'à présent, il y a 23 enseignants qui ont fait partie de 23 professeurs qui ont fait partie de la copie. Donc, on a touché 16 départements. C'est quand même bien, là. Donc, c'est ça, ça s'étend d'année en année. On est très content de ça. Ensuite, une belle occasion là, de découvrir les pratiques des collègues de toutes les provenances. Donc, on souhaite aussi avoir des enseignants de la formation préuniversitaire, secteur technique également, ainsi que la formation générale. C'est toujours plus riche. C'est toujours aussi pertinent de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans les autres départements. Là, des fois, quand on est toujours avec les mêmes collègues, ben oui, vous faites ça, c'est intéressant. Donc, on trouvait ça riche également. Comme on le dit depuis le début, là, à Limoilou,
le groupe d'enseignants est soutenu par 2 professionnels, donc on trouvait ça important là, d'encadrer un petit peu, d'amener les expertises de chacun, là, autant le CP pour ses connaissances en pédagogie inclusive que le conseil en sciences adaptées qui est plus expert là, au niveau des étudiants en situation de handicap, des étudiants qui ont des besoins particuliers, puis aussi tous les services aux étudiants là, qui sont offerts à la direction des affaires étudiantes. Donc, on trouvait ça, c'est ça. Donc, c'est très pertinent. Et finalement, comme on l'a mentionné aussi, avoir le temps. Donc, le temps, ça fait partie, hein, on est toujours là-dedans, on manque de temps. Donc, de donner cette opportunité-là aux enseignants d'avoir une petite fenêtre de temps par semaine, donc d'avoir une libération. Donc, nous, à Limoilou, on a eu la chance là, d'avoir des sous pour ça, donc un 0.2 ETC, là, équivalent en temps complet, ce qui représente une journée par semaine. Donc, nos rencontres, là, ben, ça a évolué avec les années, avec la pandémie, tout ça, là, mais en gros, on se rencontre à tous les mercredis après-midi. Donc, mais ils ont quand même une journée complète dans la semaine de libéré pour lire, réfléchir, se documenter, aller chercher de l'information, puis en même temps, réfléchir à leur pratique pour vraiment apporter un changement concret, là, autant dans la session actuelle que penser pour déjà, là, pour les prochaines sessions, au niveau du plan de cours, faire les changements déjà là, quand ils sont dedans, quand ils baignent dedans, pour avoir ce temps-là. Donc, c'est ça. Fait que l'idée, c'est en octobre qu'on fait ça pour commencer là, vraiment les rencontres en janvier. Donc, l'idée, c'est de faire des rencontres de janvier à juin. Ça va occuper là, toute la session d'hiver, dans le fond. Il y a 2 questions qui sont reliées à ça. Est-ce que vous permettez que je les pose tout de suite? Oui. Oui. Alors, il y a André Baudin-Lecourt qui demande, est-ce qu'un enseignant peut participer à plus d'une cohorte? Autrement dit, la communauté de pratique est-elle comme en continu? Non, c'est vraiment juste, ben, on aimerait ça en venir à ça, mais pour l'instant, on s'est concentré sur une nouvelle cohorte à chaque hiver. On n'a pas les ressources pour le faire sur les 2 sessions. Et puis, ça serait intéressant, là, s'il y avait du développement à faire éventuellement, puis on le sait que le modèle de Dawson, c'est ça, c'est qu'ils peuvent poursuivre, puis il y a un autre, ça se transforme avec le temps. Mais nous, pour l'instant, notre format à nous, c'est vraiment juste un hiver. Fait que ça fait trois hivers qu'on le fait, 3 cohortes, mais les enseignants ne continuent pas. Mais il y a quand même une certaine participation à la fin de la première cohorte, au mois de juin. Les enseignants avaient beaucoup apprécié leur expérience et n'avaient pas envie de se séparer. Donc, ils nous avaient demandé de faire des rencontres informelles à l'automne suivant. Ce qu'on a fait, on s'est vu une fois par mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, on s'est vu quand même 4 fois, mais c'était volontaire. Il y en a beaucoup qui venaient, mais il n'y avait pas de gel à l'horaire, mais on avait choisi un moment où ils étaient tous disponibles. Puis les 2 animatrices, on y allait aussi, mais c'était moins structuré. Fait que cet automne-là, on a continué à se voir, mais dans le fond, l'automne dernier, je pense que c'est surtout à cause de la pandémie qu'on n'a pas continué. On aurait pu le faire de manière virtuelle, puis on va peut-être le faire l'automne prochain si nos membres actuels sont intéressés. Mais c'est beaucoup plus informel par la suite, puis compte tenu du contexte, on n'a pas pu poursuivre. Mais si on fait du développement, c'est sûr que c'est une idée qui nous intéresse. Il y a Paul Turcotte, que vous connaissez sûrement, demande combien il y a d'enseignants par cohorte. Ça varie un petit peu en fonction de l'enveloppe, puis ça varie en fonction de la disponibilité des enseignants puis des communications, évidemment. La première année, on en avait 8. L'année passée, on en a eu 9. Puis cette année, ils sont juste 6 parce que quand on a fait l'appel de candidature au mois d'octobre, les enseignants étaient peut-être plus ou moins disponibles pour voir passer ce genre d'offre, ce genre de projet. Fait qu'on a eu un petit peu plus de difficultés à recruter au mois d'octobre. Hein. C'était quand même notre première vraie session entièrement à distance. Fait que les enseignants n'ont peut-être pas vu trop passer l'offre. Mais je dirais que la première année, là, on avait vraiment eu 2 à 3 fois plus de candidatures que de personnes qu'on pouvait sélectionner parce que ça coûte cher quand même, hein, comme Maryse le disait, une journée semaine par personne, fait qu'on se limitait à peu près 8-9. Mais vous voyez, après 3 ans, on a quand même touché 23 personnes, fait qu'on en est heureux. Ici, un jour, ça devient volontaire, spontané, puis qu'on n'a plus besoin de libérer, ben peut-être que là, il n'y aura pas de limite. Il y a 2 autres questions, en fait, qui sont à peu près les mêmes. C'est David et Catherine qui les posent. Donc, c'est 0,2 ETC par prof. Il y a Catherine qui demande, est-ce que ça vaut un cours en moins? Bon, à combien ça équivaut? Oui, c'est difficile de dire qu'un 0.2 ETC équivaut à la même chose pour chacun des enseignants. On sait qu'en formation générale ou en formation technique, 0.2 ne représente pas nécessairement un cours. Il y a des cours qui valent jusqu'à 0.4, d'autres c'est 0.25. Fait que c'est un ordre de grandeur. Puis on a eu à vivre avec ces contraintes-là dans les premières années. Donc, on donne environ 0.2, mais le but, c'est d'enlever un cours aux profs. Parce
qu'on veut lui donner du temps pour qu'il puisse réfléchir, participer, mais en dehors des rencontres, il doit faire des lectures, des réflexions, puis travailler de son côté. Fait que si on voulait que ça change quelque chose concrètement dans son quotidien, il fallait enlever un cours. Fait que là, on a dit 0,2 environ, mais l'année dernière, on avait des enseignants de littérature où un cours c'est 0,4, ben ils ont eu 0,4. Fait que il y a des accommodements à faire dans ce sens-là parce qu'on pense plus en termes d'heures semaine qu'en termes de TC dans ce cas-là. Merci. De rien. Donc, je voulais juste terminer avant de passer à l'autre point, sur le fait que c'est ça, la communauté de pratique, je pense que c'est ce qu'on est, mais on l'a adapté à notre réalité, puis il a fallu la structurer un petit peu, il y a certains autres modèles où c'est très spontané, c'est des professionnels qui ont un thème commun, qui font ensemble, qui se rassemblent, qui se concertent, tout ça. Mais dans notre cas, il fallait donner une certaine structure. Donc, il y a 2 animatrices, il y a des communautés de pratique où il n'y a personne qui coordonne. Là, nous, vraiment, on coordonne, on anime, et puis les enseignants sont libérés. Donc, évidemment, ça facilite, mais il y a un incitatif aussi, il y a un certain cadre, puis comme dans toute libération, la direction s'attend à un certain retour par la suite. Là, on va vous en parler du rapport qu'ils ont à déposer. Fait que c'est une communauté de pratique, mais très structurée. Donc, si on passe au point 3, puis à la fin, là, on va vraiment vous expliquer comment on fonctionne concrètement chaque semaine, puis on pourra à la fin de cette section-là là, répondre à des questions pour vous aider à vraiment bien visualiser comment on fonctionne. Donc, notre modèle, quand je dis notre modèle, c'est ça, c'est qu'il y a plein de façons de faire, mais chez nous, à Limoilou, après 3 ans, ce qu'on se rend compte qui fonctionne bien, ça a évolué, bien, c'est ce qui suit. Donc, on anime, on est très complémentaires parce qu'on a des expertises très différentes. Marie, c'est plus l'orthopédagogie, donc elle maîtrise bien les troubles d'apprentissage, tout le soutien, les services adaptés, alors que moi, c'est plus au niveau de la pédagogie, de la réussite puis de l'évaluation. Donc, concrètement, on vous a dit, ils sont libérés tous les mercredis. Dans les 2 premières années, on ne se voyait pas nécessairement toutes les semaines, mais quand on se voyait plus longtemps. C'était en présence. On pouvait se voir de 1 heure à 4h30. C'était vraiment des gros après-midi. Mais quand on est passé à distance au printemps, bien là, on trouvait que c'était un peu trop intense là, de passer l'après-midi sur l'écran. Il faut vraiment bien écouter parce que chaque personne est appelée à commenter puis à suggérer des pistes de solutions aux collègues. Donc, on a modifié en cours de route à cause de la pandémie. Puis cette année, ce qu'on a proposé, c'est de se voir plus souvent, donc à tous les mercredis ou presque, mais juste 2 heures. Ça déborde souvent parce que l'intérêt est là, puis les gens sont disponibles et ont envie de continuer. Mais ce qui est prévu, c'est 2 heures. Donc, nous, on se voit toutes les semaines, mais le matin ou à un autre moment dans la semaine, là, ils ont du temps, les enseignants, pour réaliser leur réflexion, leur lecture, puis se préparer. Donc, les 3 types d'activités, on ne commence pas dès le mois de janvier avec une mise en commun puis parler des problèmes de chacun. On met la table sur l'inclusion parce que ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau. On vous l'a dit tout à l'heure, on vise d'avoir des débutants, des gens de milieu carrière puis des experts en inclusion ou en pédagogie. Tout le monde n'est pas au même niveau. Donc, les premières semaines, là, on prend le temps vraiment de faire des ateliers. Puis, on profite des 2 semaines avant que la session commence pour les faire. Fait qu'on a proposé un atelier 2 heures, 2 heures et demie complet sur l'évaluation inclusive. Puis là, on va chercher du renfort chez des collègues. J'ai une collègue conseillère pédagogique qui s'est jointe à nous, une autre conseillère en service adapté qui était là aussi. Fait qu'on a fait un atelier là-dessus. Après ça, on les a invités dans le cadre de nos journées pédagogiques à participer à un atelier sur l'accompagnement des étudiants, particulièrement en formation à distance, là, mais c'est quand même universel. Donc, les enseignants ont assisté à ça. On a donné plein de trucs pour favoriser l'accompagnement. Puis, on a eu des étudiants qui sont venus témoigner des pratiques qui favorisent leur réussite. Après ça, on a fait venir Anne-Marie Duval, que vous connaissez peut-être, qui a fait des formations clés en main pour la QPC, puis qui est aussi conseillère pédagogique au Cégep de Sainte-Foy. Ça fait 2 années qu'elle vient donner un atelier sur la posture professionnelle et l'inclusion. On trouve ça pertinent de proposer ça en début de parcours parce que les enseignants viennent là parce qu'ils ont un intérêt pour l'inclusion puis ils ont une certaine ouverture d'esprit, c'est sûr. Mais le prémisse d'Anne-Marie, c'est vraiment de se dire, avant de répondre aux besoins particuliers des étudiants, je vais réfléchir à mes besoins d'enseignant pour trouver ma zone de confort, voir avec quoi je suis à l'aise, voir jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux changer un pas à la fois dans mes pratiques. Donc, cet atelier-là est vraiment intéressant, très pratico-pratique, puis je pense que ça met la table puis ça peut faire baisser un certain niveau d'anxiété. Par la suite, on a fait un atelier sur la CUA parce que, bon, c'est la philosophie qui est en dessous de l'inclusion, c'est sûr. Fait que bien connaître la CUA, on va à fond dans le tableau de CAST avec ces lignes directrices qu'on lit debout, qu'on lit couché. Fait qu'on a pris le temps de regarder ça finement. Puis cette même journée-là, on a fait venir une étudiante qui a un trouble du spectre de l'autisme, qui travaille avec Maryse et puis qui est venue nous faire un très beau témoignage là, pour dire aux enseignants qu'est-ce qui l'aide. Le but, c'est pas d'aller à fond dans chacun des troubles. On n'a pas le temps de faire ça. On ne peut pas passer une rencontre sur chacun des troubles d'apprentissage ou de santé mentale, mais
On trouvait ça très pertinent qu'il y ait au moins une fois un étudiant qui vienne voir les enseignants dans le cadre de la communauté de pratique pour leur dire, dans le fond, qu'est-ce qui facilite leur réussite, leurs études, des petits trucs pratico-pratiques pour eux, pour les sensibiliser. Fait que là, c'est sûr, elle a un TSA, mais il y avait des choses très universelles qui pouvaient être intéressantes. Par la suite, on a fait venir, là, c'est pas tout un à fil de l'autre, là, on se voyait en séance de co-développement dont je vais vous parler au prochain point, là, mais je voulais vous nommer qu'il y a ce type d'activité-là qu'on fait, les ateliers. On a fait un atelier là, il n'y a pas très longtemps sur les difficultés attentionnelles. C'est une conseillère en service adapté du CCSI de l'Est de Québec, Marie-Hélène Gagnon, qui s'est jointe à nous un après-midi pour venir nous parler des difficultés attentionnelles. On ne dit pas TDAH parce qu'on ne voulait pas faire une série de formations sur les troubles, puis on sait que le TDAH, c'est ce qui est le plus répandu, puis qu'on n'est pas obligé d'avoir le diagnostic pour avoir des difficultés attentionnelles. Fait que c'est pour ça qu'on l'a nommé comme ça. Fait que Marie-Hélène est venue nous rencontrer, puis on a jasé avec elle de plein de stratégies pour favoriser l'attention dans les cours. Et ensuite, outils numériques, on ne l'a pas fait cette année, mais en 2019, quand on a commencé, on a eu la chance de collaborer avec ProfWeb qui faisait aussi en même temps un dossier sur les outils numériques favorisant l'apprentissage. Donc, les gens de ProfWeb sont venus animer un après-midi dans la copie sur toutes sortes d'outils qui peuvent servir à favoriser la réussite, mais vraiment bien assises sur la littérature, donc sur les 3 lignes directrices de la CUA. On ne l'a pas refaire cette année, l'année passée, parce qu'on a fait venir ProfWeb dans nos journées pédagogiques, puis même sont allés à la QPC, puis là, avec le temps, la majorité des enseignants l'ont suivi, fait qu'on ne l'a pas ramené, mais quand même, on l'a fait dans les 2 premières cohortes, fait que je trouvais que c'était important de vous le mentionner. Donc ça, c'est les ateliers, là, c'est vraiment plus formation, fait que c'est pour ça qu'on vous dit, on est une communauté de pratique, mais il y a, on peut dire, séminaire ou cours si on veut, fait qu'on fait quand même des ateliers là, qui sont plus de l'ordre de la formation à l'intérieur de ça. Mais quand on arrive au point des séances de co-développement, bien là, c'est vraiment là qu'on est dans la communauté de pratique directement. C'est que chaque enseignant qui fait partie de la copie se voit consacrer un après-midi, une séance vraiment uniquement pour lui, pour qu'il puisse nous parler de ses pratiques, de ses problématiques, de qu'est-ce qu'il a essayé à date pour régler son problème, les démarches qu'il a entreprises auprès de ses collègues, son département, s'il est allé consulter autre chose dans la littérature, s'il est allé s'informer. Donc, c'est de voir, cette personne-là commence par nous présenter ce qu'elle a fait, son problème, puis elle adresse aux gens autour de la table ses besoins. Donc, puis vous allez voir plus tard, là, on a un outil qui soutient tout ça, là, puis on propose des pistes, des questions là-dedans pour que la personne ressorte avec vraiment ce qu'elle a voulu. C'est à elle de demander aux collègues de quoi elle s'attend d'eux. Est-ce qu'elle veut qu'on regarde ses outils d'évaluation, son examen, son plan de cours? Est-ce qu'elle veut qu'on discute d'une catégorie d'étudiants en particulier? Puis je ne l'ai pas dit depuis le début, mais ce n'est pas juste les étudiants qui ont des troubles d'apprentissage qu'on inclut dans notre définition d'étudiants à besoins particuliers, tout ce qui touche les différences interculturelles ou bien des étudiants parents, donc des étudiants athlètes, donc personne qui a des enjeux de réussite qui font qu'il y a des besoins différents de la majorité. Là, on en traite dans le cadre de nos travaux. Donc, cette personne-là, elle a un après-midi qui lui est consacré pour discuter de ses pratiques, chacun leur tour. Puis là, elle nous présente ses problèmes, puis on fait des tours de table, puis on apporte des pistes de solutions, puis on la conseille, puis on lui passe des outils. Donc, c'est vraiment ça le cœur des séances de co-développement. Donc, s'ils sont 8, ben c'est 8 fois. Cette année, ils sont 6. Fait qu'on a rajouté des séances de co-développement un petit peu différentes. Cet hiver, ben, on vient de terminer ces séances-là hier. Mais là, pour la prochaine rencontre dans 2 semaines, les membres de la copie doivent aller faire des entrevues avec des enseignants du collège, peu importe le département, qui ont été identifiés par les conseillers pédagogiques là, comme ayant vraiment des bonnes pratiques évaluatives inclusive. Donc, on a fait une liste, puis là, ils ont allé réaliser des entrevues, chacun avec 2 enseignants différents pour aller discuter de leurs pratiques, puis nous ramener ça. Fait que le 21 avril, on revient tout le monde ensemble, puis chaque membre va nous dire qui est à l'interviewer, puis qu'est-ce que ça a donné. Fait que c'est une autre sorte de co-développement. Et puis, enfin, à la toute fin de la session, à la mi-mai, on va tous revenir en 2 sessions, là, en 2 séances. Une semaine, ils vont être 3, l'autre semaine, ils vont être 3, puis ils vont nous partager les changements qu'ils ont effectués au niveau de leurs pratiques évaluatives. Parce que la première année, c'était moins clair qu'il fallait qu'ils changent quelque chose sur l'évaluation. On voulait qu'ils deviennent plus inclusifs dans leur stratégie pédagogique, mais on se rend compte que c'est vraiment au niveau de l'évaluation souvent que les enjeux sont plus grands en matière d'inclusion. Donc là, cette année, ils vont avoir des semaines de disponibles, là, mais il faut vraiment qu'ils bonifient des pratiques. On les guide, on leur a proposé différentes pistes, ce sur quoi ils pouvaient travailler, puis on va faire un retour tout le monde ensemble là, dans nos deux dernières séances du mois de mai. Fait que vous voyez que notre format de co-développement
évolue, pas toujours le même. Puis, à chacune des rencontres où on fait du co-développement comme ça, bien, c'est doublé d'un cercle de lecture. Puis ça, c'est la richesse. Ils ont des lectures à faire. Ils ont une banque de lecture. D'ailleurs, on va vous le montrer tout à l'heure. Mais à chaque séance, bien, il y a quelqu'un qui passe pour parler de ses pratiques, mais il y a quelqu'un qui va nous faire un compte-rendu d'une lecture qu'il a faite sur le sujet, un sujet qui l'interpelle, sur lequel il y a des besoins. Fait que la personne vient nous faire un résumé, un compte-rendu critique de sa lecture, puis on prévoit du temps pour en discuter ensemble aussi. Fait que ça vient enrichir ça, puis ça fait en sorte que collectivement, bien, on se trouve à avoir pris connaissance de différents ouvrages pendant la session. Là. Je pense que c'est une pratique qui est riche. Puis les enseignants, comme je vous disais, ils ont du temps de plus. Ils ne sont pas libérés juste pour venir aux séances, mais ils ont du temps pour réaliser ces lectures-là en dehors des rencontres. Enfin, c'est ça, les tâches qu'on leur demande de réaliser pendant la session, bien, on leur demande de faire au moins 5 lectures dans une banque qu'on leur fournit. On leur demande au début de la session de faire un module d'auto-formation. Et vous avez le lien ici quand vous allez avoir notre PowerPoint. C'est un module qui a été développé par l'Université du Québec pour soutenir les pratiques enseignantes. Il y en a plusieurs thématiques, mais nous, on leur demande d'aller réaliser celui-là. Fait que c'est comme un mini-cours en ligne qui prend environ 3 heures à compléter. C'est sur l'éducation inclusive qu'ils l'ont nommé. Un peu sur le format des modules qui ont été développés par la TELUC dans le cadre de la pandémie là, pour soutenir les enseignants dans la formation à distance. Bien, celui-là, il est vraiment pour mettre la table sur l'inclusion, l'historique de l'inclusion dans le réseau, dans l'enseignement. Il y a plusieurs témoignages qui viennent d'étudiants qui ont des troubles, tout ça. Fait qu'on leur demande d'aller réaliser ça de manière autonome puis de faire un retour par la suite. Donc, ils ont ça à faire réaliser ça, bonifier leur pratique, comme je vous disais, ça, c'est en continu. On en reparle à chaque semaine, mais à la toute fin, on va vraiment faire un retour. Et là, ils doivent aller interviewer les collègues experts, comme je vous le disais. Ils doivent changer au moins une pratique évaluative et puis entretenir des liens avec leur département, mais on a une section un petit peu plus loin pour vous parler de celle-là. Donc, ça, c'est vraiment l'organisation, je dirais, pratico-pratique de chacune de nos semaines. Fait que si vous avez des questions de précision là-dessus, là, on pourrait les prendre. Oui, j'aurais 2 questions, plus une qui va venir de moi. Alors, il y a Marilyn Cantara qui demande, vous avez abordé la libération des enseignants, mais combien de temps par semaine consacrez-vous pour la préparation, le support et l'animation de cette communauté-là? Bonne question. On ne marche pas en OTC, les professionnels, hein, nous. Je dirais que la première année, ça a été beaucoup de travail parce que tout était à construire. Ce qui était avantageux, c'est que c'est juste l'hiver qu'on anime la communauté de pratique. Fait que l'automne, on peut s'ajuster, développer, changer de partenaire, ce qui est arrivé 2 fois déjà. Donc, on a l'automne pour travailler là-dessus, mais quand on commence, je vous dirais, là, c'est comme un cours. Hein? Quand on donne un cours, c'est pas la première fois qui est à son meilleur. Là, c'est la 3e fois qu'on le donne, on l'ajuste, puis on a eu le contexte de la pandémie. Fait que c'est dur de chiffrer. Je dirais qu'on donne un gros boom comme en octobre-novembre là, pour vraiment bien organiser, faire notre calendrier, communiquer avec nos nouveaux membres, prévoir d'approcher des spécialistes si on veut les faire venir. Là, il y en a qui sont revenus, fait que ça a facilité. Donc, j'ai de la misère à vous donner un chiffre en termes d'heures. Puis, mais après ça, un coup que c'est parti, c'est sûr qu'on est là les mercredis après-midi pour animer, puis on se prend toujours un petit rendez-vous. Je dirais qu'on se reparle peut-être 1 heure au total dans la semaine à 2, Maryse et moi. Mais j'ai espoir que plus les sessions vont passer, moins ça va prendre de temps d'organisation parce qu'on va trouver vraiment notre formule idéale. Maryse, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Dépendamment du temps investi à l'automne. C'est ça, c'est plus tu en fais à l'automne, plus tu es prêt pour l'hiver, donc tu as moins de temps à investir là, naturellement. Là, mais j'aurais comme le goût, une bonne demi-journée facilement, là, pour prévoir, je dirais, là, mais tu sais, c'est des semaines que c'est plus, des semaines que c'est moins, là. Mais mettons toute l'automne, une bonne demi-journée à peu près, puis après ça, l'hiver, une demi-journée avec quelques heures de plus pour les ajustements, si le matériel n'est pas tout à fait prêt, c'est comme un cours, hein, fait que c'est difficile à évaluer. Puis c'est un enjeu important pour les CSA, je trouve, parce qu'on n'a pas nécessairement la même nature de travail. Maryse est en consultation heure après heure avec des étudiants dans la vie, alors que moi, je marche plus par projet. Fait que, tu sais, puis Maryse, c'est important là, qu'on ait vraiment une libération officielle pour l'avoir avec nous. Moi, ça faisait partie de mes dossiers de l'année, fait que j'y consacre le temps que je veux. Mais, tu sais, si vous avez envie de faire la même chose, je pense que dans la nature du travail des intervenants comme Maryse, c'est vraiment important de pouvoir le bloquer parce qu'elle ne peut pas faire ça en 2 rendez-vous des étudiants. Là. Exactement. Il faut le bloquer à l'horaire à toutes les semaines. Il y a une question de Marie-Pierre Bonival. Il y a un terme qu'elle utilise que je ne connais pas, mais je vais quand même vous le nommer. Est-ce qu'il y a des enseignants ayant des BP, comme TDAH, TSA ou autres, qui ont participé à l'une des cohortes et qui ont bénéficié des échanges au niveau de leur pratique professionnelle? Si oui, est-ce que ces enseignants-là étaient priorisés par rapport aux autres enseignants sans BP?
Bien, est-ce que vous voulez dire qu'ils ont eux-mêmes des besoins particuliers en tant qu'individus? Je ne suis pas certaine de comprendre. Tout le monde a des Oui, EBP dans sa classe, mais est-ce qu'eux oui, autres en c'est souffrent ça. eux-mêmes? C'est ce que dit C'est Marie-Pierre, ça? oui. OK. Bien, je vous dirais, c'est drôle, cet hiver, on en a un là, qui a un TDAH puis qui nous le rappelle souvent puis qui nous ramène sur le terrain. Fait que lui, mais est-ce qu'il est venu pour lui-même ou est-ce qu'il est venu pour ses étudiants? Il faudrait lui poser la question. Mais c'est la première fois, je vous dirais, qu'on a quelqu'un qui avoue ouvertement avoir un trouble d'apprentissage lui-même puis l'avoir appris sur le tard, hein, parce que c'était pas très connu quand nous, on était jeunes. Mais c'est ça, il faudrait voir avec le temps là, s'il y en a, quelles sont les motivations personnelles de chacun. Mais sur 3 cohortes, là, il y en a juste un qui nous l'a dit ouvertement. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais qu'on ne le savait pas. OK. Ma question à moi, là, est-ce que la documentation que vous produisez, que la communauté de pratique produit, par exemple, le document sur l'évaluation inclusive, est-ce que c'est accessible à tous et toutes ou exclusivement aux membres de la communauté de pratique? Est-ce que les répondants à la réussite, entre autres, y ont accès? Ben, pas dans le réseau, on ne l'a pas diffusé. Là. C'est des documents qui sont déposés à l'interne sur notre plateforme, on va vous le montrer, ou l'évaluation inclusive, on l'avait ouverte à l'ensemble de nos enseignants. Fait que, on a un point plus tard dans la conclusion, c'est que tout ce qu'on a développé dans le cadre de la copie depuis 3 ans, on souhaite le faire connaître puis rendre accessible facilement à l'ensemble des enseignants, parce qu'il y en a juste 23 qui ont participé à la copie à date. Là. Ça, c'est vraiment un manque de temps qu'il y a eu au fin des 2 dernières sessions. On veut tout colliger, organiser, trouver le meilleur endroit, déposer, diffuser. On n'est pas rendu à penser au réseau, sauf qu'en même temps, s'il y a un aspect qui vous intéresse, on est très ouverte à vous les donner. Là, c'est beaucoup des PowerPoint, dans le fond, qui vont avec ça. La CUA, on a fait quand même un bon dossier. On a des enregistrements. Fait que, si individuellement, vous voulez de nos outils, puis Maryse va vous présenter nos outils après, là, ça va nous faire plaisir, mais on n'a pas organisé et publié notre documentation sur notre site web à l'intention du réseau. Là, on se concentre à animer nos communautés pour l'instant, puis on va le faire certainement l'année prochaine au moins pour notre collège. Merci. Bienvenue. Bon, donc j'avais fini pour ça. C'est votre tour à Maryse. Oui, on va passer à l'autre point. Puis encore là, si vous avez des questions plus précises, on pourrait revenir plus tard, là, mais je vais présenter en gros les outils développés. Donc, nous, on se questionnait, là, il y a 3 ans, au début de la communauté de pratique, comment on allait échanger, partager l'information, parce que naturellement, les CP et les CSA, ils sont pas, chez nous, à Limoilou, ils ne sont pas dans la même direction, donc ils n'utilisaient pas le même réseau non plus. Fait que ça nous prenait vraiment un lieu de dépôt là, pour partager tout ça. Donc, communiquant avec un enseignant, entre autres, là, qui connaissait bien. Il nous a parlé de la communauté Omnivox. Donc, c'est le lieu qu'on a décidé d'utiliser là, pendant ces 3 années pour aller déposer notre matériel. Je vais aller, si vous voulez bien, je vais vous vous montrer vraiment concrètement, visuellement à quoi ça ressemble. Je vais aller le partager. Voilà. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Oui. Parfait. Donc, ça ressemble à ça. Donc, il y a comme 4 catégories, si on veut. Là, vous voyez ici, on trouvait ça, visuellement aussi, on trouvait ça bien. Les enseignants, je pense qu'ils ont bien apprécié là, d'avoir ce support-là tout au long des cohortes. Donc, il y a les événements. On trouvait ça super intéressant. C'est en même temps, c'est comme une ligne du temps où on est allé identifier justement les activités pédagogiques là, qu'on disait au début de la session, surtout. Là, ensuite, les séances types, c'est quand qu'il y a des congés aussi de la copie, entre autres dans les semaines de lecture, ou des après-midi qui sont plutôt libérés là, pour faire du travail individuel là, selon les tâches qu'ils auront à faire, là, comme là, ça va être des entrevues avec les enseignants, préparer. Ils ont tout le temps des choses à préparer. Donc, ça peut arriver aussi qu'on leur a donné congé pour travailler sur différentes choses. Donc, c'est super intéressant. Puis, pour aussi la communauté Omnivox, quand tu ouvres ton Omnivox, la ligne du temps, elle apparaît. Donc, tu n'es même pas obligé d'aller cliquer vraiment dans la communauté de pratique pour avoir accès à la ligne du temps. Fait que ça aussi, c'est très intéressant. Ensuite de ça, on a les actualités ici où on vient déposer le matériel là, au fil des semaines. On a le lien ici pour le module d'auto-formation réalisé par l'Université du Québec que Patricia parlait tantôt. Donc, ils ont accès directement en cliquant là-dessus. On a mis là, quand justement, là, on vous a parlé que chaque enseignant doit faire des choix de faire présenter des lectures, dans le fond. Donc, les moments qu'ils vont présenter, les moments qu'ils font leur séance de cours de développement. Donc, on mettait
des tableaux où ils doivent choisir les journées où ils vont présenter, des questions, là, je vais en parler dans un instant, les questions à chaque semaine, on leur pose des questions en lien avec ce qu'on a discuté là, pour alimenter leur pratique, voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme changement dans leur pratique. Donc, on les dépose là-dessus aussi. Donc, c'est vraiment c'est ça, une petite actualité super le fun. Là. Puis quand il y a des nouveautés, il y a un petit point rouge ou bleu qui apparaît comme quoi là, l'enseignant doit aller. Dans le fond, il y a comme un pop-up, là, une nouvelle actualité qui vient d'apparaître, donc l'enseignant peut aller vérifier. Donc, c'est ça pour les actualités. Ensuite, on a je vais m'attarder plus longuement là, à la portion de documents et fichiers. En dessous, on a les liens utiles également, mais aussi tout ce qui est documents et fichiers. Donc, je vais vous parler de nos outils de travail. Donc, qui ont été développés au fil des cohortes. Là. Je pense qu'au début, ils n'avaient pas nécessairement ça. Puis, c'était un petit peu une demande des enseignants aussi là, qu'on les aide à se structurer parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de tâches à faire. Là. Donc, on appelle ça le carnet de pratique réflexive. Donc, qu'est-ce qu'il comprend, le carnet? Entre autres, en fait, je ne vous le montrerai pas, mais si c'est un besoin, là, on pourra le montrer tantôt, il n'y a aucun problème. Là. Ça ressemble à un document, un fichier Word, dans le fond, où au fil, par exemple, ça commence avec le module d'auto-formation. Donc, les enseignants, à la suite de leur module d'auto-formation, qu'est-ce qu'ils ont retenu de ça, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils pourraient modifier dans leur pratique, etc. Donc, ils viennent colliger ça dans le carnet de pratique réflexive. Ensuite de ça, les questions que je vous parlais à chaque semaine. Donc, on pose des questions dans l'actualité, mais ils viennent y répondre dans le carnet de pratique réflexive aussi. Donc, concrètement, comment ils vont appliquer ça dans leur quotidien. Ensuite, les fiches de lecture qu'on parlait. Donc, ils vont présenter une lecture, mais les enseignants auront 5 lectures à faire obligatoirement pendant la session. Encore là, on voulait une petite appréciation, le lien avec leur propre pratique, comment ils pourraient, pour qu'ils réfléchissent. Donc, encore là, ils viennent colliger ça dans le carnet de pratique réflexive. Ensuite de ça, les réflexions aussi sur la démarche, la fameuse séance de co-développement là, qui vont aller chercher là, des pistes de solutions, donc leurs problématiques, tout ça. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Là? Cette année, on parle beaucoup de l'évaluation, donc une évaluation inclusive. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place là, finalement cette session-ci ou l'année prochaine là, comme changement concret? Donc, ils doivent l'indiquer aussi dans le carnet. Et puis, le lien aussi avec le département, là, pour aller rechercher les besoins du département. Je vais juste m'arrêter là. Je vais en parler là, dans quelques instants, plus spécifiquement par rapport à l'importance de ce qu'on veut aller chercher, le lien avec les besoins de chacun des départements. Là. Mais ils vont venir colliger ça également dans le carnet de pratique. Ensuite de ça, on a la fiche de préparation pour votre séance de co-développement. Donc, c'est un petit peu un besoin aussi qui est né, là. Oui, mais pour être sûr que je suis correcte, c'est quoi exactement les attentes, comment je me prépare à cette fameuse rencontre avec mes collègues pour aller vraiment chercher le plus d'informations possible, le plus de pistes de solutions par rapport à ma problématique vécue. Donc c'est ça, c'est la fiche. Celle-là, je peux vous la montrer. Là, ça ressemble à ça, le titre, la problématique. Voyez bien, hein? Patricia, là, on ne voit pas la fiche, par exemple. Vous ne voyez pas la fiche. OK, on bon, voit encore la plateforme. Parfait. Fait que je vais revenir à la plateforme. Mais comme je vous disais, on pourrait vous la montrer tantôt si vous êtes curieux là, pour avoir plus d'infos. Mais c'est vraiment un outil de préparation finalement, pour être sûr d'arriver puis d'avoir tous les éléments. Quand les collègues posent des questions, là, bon, qu'ils sachent où ils s'en vont avec ça, s'ils ont des données à compiler avant, etc. Donc, ils peuvent utiliser cette fiche-là, qui est déposée ici également. Donc, ça fait le tour pour les outils de travail. Ensuite de ça, on a les informations concernant le projet de la copie. Donc, le fameux calendrier de rencontre qui est aussi dans la ligne du temps, mais il est là en format Word également. Le fameux projet là, de l'appel des candidatures de la copie, la présentation de départ, là, quand on explique c'est quoi la copie, là, la première rencontre. Les ressources provenant des anciens membres, donc les documents qui ont été produits par les membres qu'on trouvait super intéressants. Donc, on les partage d'une cohorte à l'autre. Les enseignants ne reviennent pas, mais leur matériel revient. Donc, ils peuvent y accéder là, avec cet onglet-là. Comme Pascal le disait tantôt aussi, là, tous les ateliers qu'on a fait depuis janvier, l'atelier sur l'évaluation inclusive, l'atelier avec Anne-Marie Duval, l'atelier qu'on a fait sur la CUA là, plus longuement, la collaboration de notre étudiante, donc qui a fait un PowerPoint. Donc, tout est compilé là. Donc, les enseignants y ont accès tout au long de la session. On avait rajouté aussi là, au niveau de même si ce n'est pas ça le but de l'inclusion, mais si les enseignants veulent avoir plus d'informations sur les différentes problématiques, les différents troubles, là, donc dyslexie d'orthographie, donc on a mis les documents du CCSI là, qui
des petits documents là, très synthétisés là, qui disent c'est quoi les caractéristiques de ces problématiques-là avec des interventions, des stratégies pédagogiques gagnantes là, qui aideraient tous les étudiants, mais particulièrement ces étudiants-là. Donc, c'était une demande aussi qu'on avait des enseignants. Ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur différents troubles qui sont moins à l'aise, même si ce n'était pas le but de la communauté, mais on a quand même pensé à arracher ces informations-là. Ensuite, la présentation des lectures, bien, en fait, on leur demande de choisir une lecture à présenter aux autres, mais ils en font quand même 5 en tout. Puis, des fois, tu as le goût de tout lire, mais par manque de temps, des fois, c'est le fun d'avoir... on permet aux membres de déposer leur résumé. Donc, un coup, un enseignant qui a pris vraiment le temps de bien de faire un petit résumé de leur lecture avec un PowerPoint, etc. Donc, on dépose les documents ici que les enseignants pourront consulter. Donc, des fois, les lectures, des fois, c'est des 40, des 100 pages, là, bien, ils ont été résumés. Là. Donc, c'est quand même intéressant d'y avoir accès là, au lieu quand tu manques de temps de faire la lecture au complet. Et les ateliers donc, sur les difficultés attentionnelles, donc les documents sont là aussi. Et je termine avec les liens utiles. Donc, on vous parlait aussi pour les lectures, donc pour essayer de guider un petit peu les enseignants sur c'est quoi les lectures qu'ils devront faire. Donc, on a ici un lien qu'on appelle Digo, là, donc bibliothèque de liens qui comprend des webinaires, des banques de lecture, des articles, des dossiers thématiques, donc en lien avec la CUA, les outils technologiques, les stratégies d'apprentissage, l'inclusion, donc les thématiques, l'anxiété. Bon, fait que, dans le fond, l'enseignant peut choisir parmi cette banque-là qu'on leur donne accès finalement là, dès le début. Là, même, on l'avait même publié en décembre là, pour qu'ils prennent de l'avance s'ils voulaient. Donc, c'est ça pour le Digo. Ensuite, c'est ça. Ensuite, on avait le questionnaire pour ça, on avait parlé aussi là, lors de la rencontre sur l'évaluation inclusive. Donc, l'idée de connaître bien ses étudiants pour être capable de faire de l'inclusion par la suite, c'est quand même important. Donc, on a fourni aussi un petit questionnaire, là, que les enseignants peuvent donner, peuvent donner à leur cohorte, leur classe dès le début de la session pour apprendre à bien les connaître, qu'ils peuvent adapter le questionnaire là, selon leurs besoins. Donc, on l'a déposé ici également, des références sur la CUA, puis des références d'organismes qui peuvent consulter là, durant la session. Donc, ça fait pas mal le tour, je pense, pour les outils. Est-ce que vous avez dire que les gens aimeraient bien avoir une description des outils dont vous parlez, entre autres le carnet de pratiques réflexives. Il y a Paul Turcotte qui disait, lui, de son côté, qu'il aimerait bien avoir accès le carnet comme tel, en fond? Le carnet de pratiques réceptives, oui. Puis il n'y avait pas, lui, c'était un instant parce qu'il y a eu des... la fiche de co-développement. La fiche de co-développement. Il y a Marie-Christine Isabelle disait, moi, je serais intéressée à avoir tous les outils, là, finalement. Mais si vous voulez, là, comme c'est prévu qu'on peut défoncer un peu, je pense, parce que là, il était 17, on pourrait peut-être continuer notre présentation, puis après ça, aller ouvrir chacun des outils parce que c'est très intéressant, puis je comprends que ça répond à un besoin, c'est juste que ça va prendre quand même du temps à faire ça, puis on ne voudrait pas nuire aux gens qui doivent quitter. Il faut ouvrir chacun des documents, puis ils font plusieurs pages chacune. Fait que, si vous voulez, on peut peut-être... C'est ce qu'on avait prévu, on se disait ça va sans doute susciter des questions, mais si on les ouvre un par un, ça va être long. Fait que si vous voulez, on pourrait les rouvrir après. On le ferait, mais c'est ça, après la présentation. Ça te permettrait peut-être, Maryse, de les ouvrir sur ton poste, là, parce qu'on dirait que tu n'es pas capable de les ouvrir quand tu es sur la copie. Mais il y a quand même une autre question qui est posée, si vous permettez. Il y a Marie-Pierre qui demande, est-ce qu'il y a des restrictions au niveau des lectures obligatoires? Exemple, littérature scientifique. Est-ce qu'il y a des critères en lien avec le type de lecture que vous proposez finalement? Dans notre bibliothèque Digo, là, il y a toutes sortes de choses dedans. Maryse l'a nommé. Il n'y a pas juste des ouvrages, il y a des articles. Puis des articles, ça peut être des articles scientifiques de 50 pages, comme ça peut être un article de pédagogie collégiale. Puis on n'a pas mis juste de la littérature, on a mis des webinaires. Donc, beaucoup de webinaires qui sont organisés à CCSI, à POP, Capresse et à QPC, il y en a tout plein. Fait que c'est une banque vraiment d'informations. On ne voudrait pas que quelqu'un fasse juste des webinaires, on veut qu'ils lisent aussi, là. Mais puis, c'est des suggestions à la bibliothèque Digo. Si les enseignants ont une autre lecture qui les intéresse, l'année passée, c'est arrivé, là, il y en a une, elle dit, moi, il y a une brique que je veux lire depuis longtemps, fait que, tu sais, je vais y aller avec ça, puis ça comptera pour deux, là, fait qu'on les laisse vraiment libres, mais en même temps, c'est toujours de les laisser libres, mais leur donner du soutien, des pistes, comme là, pour la modification de leur pratique, hier, on sentait qu'il y avait besoin qu'on les oriente un petit peu, fait qu'on leur a listé plein de choses qu'ils pouvaient faire, on les piste sur des thèmes, mais en même temps, on les laisse libres, là, de choisir ce qu'ils veulent.
OK. Dernière petite question en lien justement avec les outils, mais une question précise. Est-ce que le carnet de pratique réflexive ressemble à un billet de blog dans lequel tout le monde peut voir et répondre? Non, c'est un document Word personnel. C'est un peu un journal de bord, en fait. La personne. Puis au début, on n'avait pas fait de format. Là, à l'année suivante, on en a fait un. On se disait, ben c'est des profs, c'est des adultes. On leur demande de faire un journal de bord puis de répondre à des questions qu'on publiait dans la fonction forum parce que sur Omnivox, avant, il y avait la fonction forum. Là, avec la mise à jour de l'année passée, ils ont enlevé cette fonction-là. On mettait nos questions là. Il y en a qui y répondaient, mais bon, vous savez, c'est pas évident, hein, alimenter puis se discipliner dans un forum. Fait que quand ils ont enlevé la fonction, on s'est dit, bon, on va poser nos questions ailleurs, c'est pas grave. Mais le carnet de pratique réflexive, on l'a construit à l'année 2, à la demande des enseignants qui ne savaient pas trop comment organiser ça, quelle ampleur ils devaient y donner. Fait qu'on pourra vous le montrer tantôt. Là, c'est vraiment un journal de bord où il y a des fiches pour résumer leurs 5 lectures, pour parler avec leur département, pour résumer tout ça. Fait que ça leur fait un petit carnet. Il y en a qui peuvent écrire plus longtemps ou moins longtemps, mais au moins, ça leur fait un support. Puis c'est là-dedans qu'ils répondent aux questions qu'on leur adresse au sortir de chaque rencontre. Dernière petite question, est-ce que la bibliothèque d'Igo est ouverte uniquement aux gens de la communauté de pratique? Ben, pour l'instant, oui, là, mais elle pourrait l'être. C'est un réseau social, Indigo, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est comme une bibliothèque de liens. Vous pouvez vous en partir une dans votre vie personnelle où vous classez des recettes à faire, des chalets à louer. Là. Nous, on l'utilise dans des fins professionnelles, mais c'est un réseau social où tout le monde peut aller enrichir. Je vous dirais que ce n'est pas tant la pratique que les gens vont déposer dedans parce que, bon, il y a un manque de temps de leur part, c'est sûr, parce que nous, on a une logique derrière. Là, on s'est fait une arborescence des mots-clés, un peu à la manière d'un bibliothécaire, là, le type d'ouvrage. Puis on a réfléchi la première année à choisir bien nos thèmes. Est-ce que c'est une étude? Est-ce que c'est un webinaire? Est-ce que c'est sur les stratégies pédagogiques sur un trouble? En tout cas, on a toute une arborescence de classification. Fait que c'est vraiment les animatrices qui la structurent. Mais par faute de temps, là, un prof pourrait y participer aussi. Puis on pourrait l'ouvrir, là, il est mis privé parce que c'était vraiment un outil de travail pour nous. Puis ça n'avait pas une prétention d'être d'intérêt international. Fait qu'il n'est pas ouvert, mais il pourrait être ouvert. Ou si vous voulez qu'on l'ouvre, on vous donnera les identifiants, il n'y a pas de problème. Là. Merci. C'est bon. Fait que je vais relancer le PowerPoint pour que Maryse, tu puisses continuer. Tout à fait. On était rendu au lien avec les départements. Donc, on leur a demandé là, dès le début si c'était possible. Ben, en fait, on leur demande finalement d'avoir un point d'information aux assemblées départementales pour partager le vécu, qu'est-ce qu'ils auront appris pendant la copie avec leurs collègues de leur département. Ça pourrait être dans le fond, un point à plusieurs assemblées, mais minimalement une fois dans la session. On leur demande aussi d'animer une discussion sur les obstacles à l'inclusion et les besoins de leur département en matière de pédagogie inclusive, donc qui réfléchissent ensemble. C'est quoi les problématiques majeures dans le département? Qu'est-ce qu'ils voudraient mettre de l'avant? Ça serait pour amener à ces enjeux-là à la copie par la suite. Donc, avant la fin, là, nous, on voit ça comme en mai, par exemple, cette session-ci. En discuter avec les membres et avec les animatrices pour examiner ensemble là, des pistes d'action. Des solutions proposées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler cette problématique-là, puis que ça soit que les enseignants soient plus inclusifs dans ce département-là, puis pour régler la problématique en même temps. Donc, c'est ça, selon naturellement les caractéristiques. Hein. Des fois, il y a on voit là, que c'est vraiment différent d'un département à l'autre, là, leurs besoins. Il y a des départements qui ont beaucoup d'étudiants allophones, par exemple. Ça, c'est un enjeu important. Bon, comment on pourrait mieux les accompagner, mieux les aider. Fait que c'est là qu'on voit que chaque département a leurs enjeux, a leur réalité propre, les caractéristiques des étudiants sont différents. Donc, on veut vraiment s'adapter là, à chacun des départements puis leur amener quelque chose. La copie aurait amené quelque chose à l'enseignant, mais ça va amener aussi quelque chose finalement à leur département. C'est l'objectif aussi. Puis, comme je vous disais tantôt, l'idée, c'est de colliger ces enjeux-là dans le carnet aussi. Donc, la dernière page du carnet est dédiée à ça, qui tient lieu de rapport, là, comme on le disait. Puis, ça va servir aussi pour faire un bilan à la direction des études et à la direction des affaires étudiantes à la fin de l'aventure de la copie. Là. Donc, en mai, ils vont pouvoir partager ça avec les directions, finalement, pour que les directions soient au courant des problématiques puis pour que tout le monde puisse donner un petit coup de pouce puis voir, OK, sur quel enjeu on met l'accent, la priorité pour agir là-dessus là, dans la prochaine année, par exemple.
Ça permet vraiment à la direction d'être orientée sur les besoins puis de prendre le pouls parce que nous, là, on leur propose une série de questions à adresser à leur département. Là, ils vont faire ça là, dans les prochaines semaines. On va en discuter tout le monde ensemble à la mi-mai. Puis après ça, nous, quand on fait notre bilan à nos 2 directions, bien, on fait état des besoins qui ont été nommés par les 6, 7, 8 départements concernés. Fait que ça aide la direction à savoir quelle orientation prendre l'année suivante, quels sont les besoins, puis même plus largement, est-ce qu'il y a des comités, des activités qui devraient être organisées l'année suivante en lien avec l'inclusion. Là. Fait que c'est ce qui nous sert à ramener ça à nos dirigeants. Puis aussi, ça permet justement que la copie ne concerne pas que les 7, 8, 9 personnes qui y participent. Puis c'est ça qu'on trouve le fun. Après 3 ans, ils sont rendus 16 départements sur 30 à peu près, presque à la moitié. Donc, tous ces départements-là, on a entendu parler de la copie, puis ont pu bénéficier des apprentissages ou des informations que leurs membres ont eues. Fait que c'est une façon d'aller retoucher tout le monde, même si tout le monde ne participe pas. Là. Fait que c'est dans ce sens-là que les besoins sont ramenés à la direction. Puis je voyais qu'il y avait une question, Patricia, qui disait, il y a quelqu'un qui voudrait savoir c'est quoi les questions, mais ils sont dans le carnet aussi qu'on va vous montrer tantôt. Donc, juste rester. Bien, c'est très simple. Là, c'est genre quels sont les obstacles à l'inclusion dans votre département, quels sont les obstacles organisationnels, qu'est-ce que la direction, les professionnels, les collègues, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter la vie dans votre département? Avez-vous des pistes de suggestions? Ça tourne pas mal autour de ça. Là. C'est très, très simple, mais ça leur permet, c'est un levier pour les faire jaser de ça en département puis ramener exactement. Ça. Mais oui, dans le carnet, on les verra tout à l'heure, mais c'est vraiment très simple. Donc, notre dernier point, c'est les retombées observées de la copie depuis 3 ans, mais 2 ans et demi, on n'a pas fini celle-ci. Ce n'est pas une évaluation là, en bonne et due forme d'une mesure d'aide. Là, on n'a pas mesuré le sentiment de compétence des enseignants au sortir de leur expérience. C'est plutôt une appréciation du projet. Puis, comme je vous disais, il a évolué depuis 3 ans pour toutes sortes de raisons. On a amélioré nos façons de faire, on a ajusté notre calendrier, notre horaire, on a passé en mode à distance. Donc, notre questionnaire qu'on a passé les 2 derniers printemps, c'était vraiment plutôt pour connaître leur appréciation, l'organisation, les outils, le soutien des animatrices, tout ça. Quand on aura fini cette cohorte-là, puis peut-être l'année prochaine, on pourra essayer de retourner vers ces gens-là pour voir s'ils ont l'impression que ça a vraiment amélioré leur pratique. Là. Mais en tout cas, on ne voudrait pas décevoir les gens qui pensent qu'on a évalué notre mesure d'aide. C'est souvent là qu'il y a un manque pour toutes sortes de mesures de toute façon. Mais on trouvait ça intéressant quand même de vous partager notre expérience après 3 ans, même si on ne l'a pas évalué finement, quantitativement. Mais les retombées qu'on peut observer quand même, bien, comme on vous dit, il y a la modification des pratiques de quand même 23 enseignants pour soutenir la réussite en classe, 16 départements. Donc, ça a pu influencer à bonifier les pratiques des collègues. Quand il y a un de nos collègues qui fait partie de la copie qui nous en parle dans l'informel ou qui en parle dans les comités à tous les mois, bien, on espère que ça a des retombées chez les collègues qui entendent ça. Ça a augmenté puis facilité la collaboration des enseignants avec les services adaptés parce que, on vous le disait, là, les CSA, ils sont là depuis plusieurs années. Ils augmentent, mais ils sont beaucoup axés sur le soutien à l'étudiant. C'est plus difficile pour les enseignants d'avoir accès à eux et à leurs conseils. Fait que, en mettant vraiment une conseillère en service adapté à l'animation de la copie, bien, ça a facilité le rapprochement entre ces professionnels-là et les enseignants. Les CP, on a plus de lieux, puis d'occasions, puis de réflexes, puis de culture d'être proche des profs, mais c'est un enjeu pour les CSA. Fait que là, au moins, ils ont Maryse. Ensuite de ça, bien, on vous le disait tout à l'heure, on veut constituer un leg. On l'a, là, c'est juste qu'il faut l'organiser puis le diffuser, mais on l'a quand même bien constitué depuis 3 ans de ressources pour les membres de toute notre communauté collégiale, à Limoilou et peut-être à l'extérieur aussi, si on a le temps de le faire, parce qu'on vous l'a montré sur la plateforme tantôt, là, dans les dernières années, il y a des gens qui ont vraiment produit des beaux documents ou qui ont fait vraiment des belles synthèses d'ouvrages importants. Il y en a une, elle a pris les lignes directrices de la CUA puis elle est allée donner plein de pistes et de stratégies très pratico-pratiques en lien avec chacun des petits carrés. Là. Fait que, il y a des belles affaires comme ça qu'on collige, qu'on met ensemble puis qu'on veut valoriser puis faire connaître à nos collègues peut-être dès l'automne prochain. Ensuite, bien, il y a eu la diffusion de ces expériences-là. Là, on est en train au collège de faire des entrevues sur tous les projets BP qui ont eu cours depuis 5 ans pour les faire connaître. Fait que la copie va en faire partie. On en a parlé dans nos journées réussites, comme des journées pédagogiques là, en général, mais on a parlé de la copie la première année quand ça a commencé. Bien, on participe à un webinaire ici aujourd'hui. On va sans doute être au symposium du CRISPECH au mois de juin. Fait qu'on espère que ça peut inspirer d'autres gens dans le réseau. Ensuite, bien, ça a amené à l'idéation de projets visant la
la réussite des EBP par des membres de la copie. Puis ça, c'était un objectif qu'il y avait là, quand on a consulté Dawson, eux autres. Je pense qu'il fallait qu'ils passent par leur communauté de pratique pour pouvoir avoir des ressources ensuite pour développer des projets plus spécifiques pour soutenir les étudiants à besoins particuliers. Nous, ce n'est pas une obligation, mais il y a quand même plein de projets qui ont été déposés à la direction des études par des membres qui ont fait la copie dans les premières sessions. Là. Je dirais quasiment le tiers des profs qui ont fait la copie ont ensuite déposé des demandes de libération puis de projets. Fait que ça leur a donné un fond, une réflexion. Ça assoit leur projet sur des connaissances, sur de la littérature, sur des expériences. Fait que ça fait que les projets qui sont déposés par la suite sont beaucoup plus riches que certains qui pensent à un besoin et qui veulent faire quelque chose, mais qui n'ont pas le temps et le recul pour bien asseoir leurs intentions. Ensuite, collaboration et mise à profit de notre expertise avec d'autres instances. Bien, on la diffuse à l'intérieur. Là, Maryse et moi, on fait partie d'un autre grand comité qui est né cette année, qui regroupe 3 directions dans notre collège, direction des études, direction des affaires étudiantes et même formation continue. On travaille sur l'inclusion, on a comme 2 groupes. Donc, on met notre expertise à profit là-dedans, dans tout le développement de l'inclusion aussi. Fait que la copie et ses animatrices peuvent servir sur ces autres tables-là. Ensuite, bien, ça sensibilise les directions aux enjeux de l'inclusion dans les départements. Comme on le dit, on demande à chaque membre d'aller chercher les besoins, les obstacles, puis nous, on ramasse tout ça, puis on les fait connaître à nos dirigeants. Fait que c'est quand même une voie intéressante. Et ensuite, bien, on espère qu'on a inspiré d'autres projets de communauté de pratique. À l'interne, je sais que j'ai des collègues qui s'interrogent ou qui s'intéressent au principe de la communauté de pratique. Éventuellement, ce serait bien intéressant d'en partir sur d'autres thèmes. Là, il y a plein d'autres aspects de la réussite ou de la pédagogie qui pourraient faire l'objet d'une communauté de pratique. Fait que si ça peut avoir ça comme retombée, on en serait très heureux. Donc, c'est les retombées qu'on observe comme ça, là, mais je vous dirais qualitativement depuis 3 années. Donc, ça s'arrête ici. Là, mais on va vous montrer d'autres choses. On va répondre à vos questions, mais dans le PowerPoint, vous avez nos coordonnées. Là, si vous voulez nous interpeller, ça va nous faire plaisir de partager, vous envoyer des documents, tout ça. Gênez-vous pas. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vois qu'il y a des félicitations qui fusent de partout. Le webinaire devait durer 75 minutes. Ça veut dire qu'il nous reste encore là, un bon 15 minutes là, pour pouvoir échanger. Je vais tout d'abord vous poser les questions qui se trouvent dans le module Q&R. Et par la suite, on pourra donner aussi l'occasion, les gens pourront lever la main et les gens pourront poser leurs questions s'ils veulent échanger verbalement aussi. On va tout d'abord passer aux questions. Alors, il y a Paul Turcotte qui demande comment qualifieriez-vous l'enthousiasme manifesté par les départements en général? Est-ce qu'il y a des départements qui sont un peu plus réfractaires, sans les nommer, bien sûr? L'inclusion est-elle une approche unanimement acceptée? Je dirais que sur le plan, nous, on travaille avec des volontaires. Les gens qui posent leur candidature pour venir à la copie, c'est parce qu'ils ont envie de travailler là-dessus, ils ont envie d'aller plus à fond. Ils ne sont pas nécessairement représentatifs de leurs collègues dans leur département. On espère en faire des missionnaires, là. Mais c'est difficile pour moi. De ma posture d'animatrice de copie, je ne peux pas répondre à ça. De ma posture de CP ou d'employé, je sais bien là, que ça varie d'un endroit à l'autre, puis qu'il y a encore des préjugés, puis qu'il y a encore de la fermeture. Mais nous, on a le bonheur de travailler avec des gens qui sont vendus à la cause puis qui s'en viennent là parce qu'ils ont soif de formation sur l'inclusion. Fait qu'on est très heureux. Mais c'est sûr, comme partout ailleurs, il y a encore des petits accrocs. Sur notre autre comité, on travaille à ça aussi, outiller l'ensemble des enseignants. Fait que je pense que le chemin n'est pas terminé, mais c'est ça. Nous, c'est difficile de répondre là, parce que à la copie, on est vraiment avec des gens qui sont vendus là. Merci. Il y a Isabelle Boucher qui pose la question, est-ce que vous avez une politique d'inclusion dans votre cégep? Marie, je te laisserai peut-être répondre. Politique d'inclusion, pas vraiment. C'est ça, tu sais, dans l'autre, ce que Patricia disait, là, dans l'autre comité, on travaille vraiment là-dessus, là, au niveau on a vraiment un enjeu de favoriser les pratiques inclusives, puis d'essayer de ramener l'étudiant auprès de son enseignant le plus possible pendant les évaluations notamment. Donc, on essaie de travailler là-dedans, mais on n'a pas vraiment de politique là, encore. Là. On sait Est-ce que vous avez là, la politique sans discrimination ni privilèges, c'est pas une politique, ça? Comme les services adaptés dans tous les cégeps, on doit desservir les étudiants en situation de handicap quand des besoins particuliers en mettant des mesures d'aide en place, là, sans discrimination ni privilèges, là, mais je ne pense pas qu'on peut appeler ça là, une politique. C'est comme une mission plutôt, puis on doit légalement, on a une obligation légale de desservir les étudiants en situation de handicap et là, plus largement des étudiants à besoins particuliers comme des étudiants allophones, autochtones et tout ça. Mais je ne pense pas que vraiment on a une politique là-dessus, là, à notre cégep. Là. Actuellement. Mais OK.
Il y a une autre question. Y a-t-il, il y a André Baudin-Lecaux qui demande s'il y a un lieu pour partager, échanger au sujet de ce genre d'initiative dans le réseau. Pour le moment, c'est ça, je pense qu'il y a une question peut-être d'ouverture. Moi, il y avait, j'ai été en contact avec ces gens-là, je l'ai dit à l'introduction, c'est ça qui m'a amené à développer cette idée-là. C'était beaucoup par le CCSI. Il y avait des rencontres au CCSI vraiment dans les premières des années, je sais pas, autour de 2014, 15, 16, 17, où ils nous faisaient regrouper par niveau d'expertise ou d'intérêt. Puis dans le niveau 3, là, où je suis allée une journée, là, j'étais vraiment avec des gens qui avaient déjà des communautés de pratique. Puis de ça découlait un groupe, là. D'ailleurs, Paul pourra peut-être répondre, Paul Turcotte qui était là tantôt, il y avait eu un mandat là, pour le CRISPECH ou je me souviens plus quoi, puis il voulait partir une communauté. Il y a déjà eu des échanges de courriels là, entre animateurs de communautés de pratique. Là, j'ai nommé Dawson, mais on a déjà parlé avec Saint-Jérôme, avec Victoriaville, puis depuis ce temps-là, c'est sûr qu'il y a dû en être d'autres. Là. Puis là, j'ai l'impression que le CRISPECH là, et le Cégep Dawson là, pour le mois de juin, ça peut être un beau lieu là, pour rassembler les gens qui ont ces intérêts-là ou qui ont ces pratiques-là. Mais je ne connais pas de communauté de pratique sur les communautés de pratique. Il y avait la QPC, il me semble aussi, à un moment donné, qui avait voulu travailler là-dessus. Là. Fait que c'est des pistes, là, mais peut-être qu'il y a d'autres gens. Bon, Catherine Soleil l'a dit, qu'il y a une communauté à la QPC. Donc, c'est peut-être un beau lieu pour en parler. Mais nous, on s'est beaucoup intéressé à ça avant de lancer notre projet. Puis depuis qu'on est dans notre projet, on n'a pas eu trop le temps d'être en contact avec le réseau, là, mis à part l'offre de webinaire qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça serait le fun de continuer à faire du développement puis reparler avec des gens qui baignent là-dedans aussi. Je prendrais juste un petit temps pour revenir sur l'autre question d'avant. Là. En fait, c'est pas une politique, mais dans le plan stratégique de développement, on a vraiment rajouté dans la dernière année, en plan transitoire, là, le volet favoriser les pratiques inclusives. Puis, donc, de là qu'est né un peu le comité là, qu'on vous parle avec plein de directions, dont les affaires étudiantes ou les services adaptés sont représentés aussi sur ce comité-là. Donc, c'est plus ça, là, je pense, qui pourrait faire changer les choses là, pour pas qu'il y ait une politique, mais ça fait partie de notre plan stratégique de développement pour les prochaines années là, d'encourager les pratiques inclusives puis de favoriser là, le fait que l'étudiant reste auprès de son enseignant, qui a plein d'avantages à cette façon de faire-là plutôt que d'exclure l'étudiant puis de l'envoyer directement sur s'adapter. Sans être une politique. Là. Excusez, j'avais oublié de mentionner cet élément-là tantôt, mais je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans le plan stratégique. Il y a quand même un changement majeur qui s'est fait là, à Limoilou cette année. Alors, il y a Catherine Soleil là, qui alimente beaucoup, là, qui fournit beaucoup de liens là, en lien justement avec le sujet du webinaire. Merci beaucoup, Catherine. Il nous reste encore 10 minutes. Alors, peut-être désireriez-vous présenter quelques outils là, qui semblent susciter un intérêt en particulier. Il y a Marie-Soleil, un instant là, qui a levé la main. Alors, Marie-Soleil, je vais vous inviter un instant. Je vais aller vous chercher et je vais... Ça ne sera pas long. Ce n'est pas Marie-Soleil, c'était Catherine Soleil. Alors, je vais vous donner la parole un instant. Alors, Catherine, excusez pour Marie-Soleil. Catherine, vous pouvez parler. Désolée. D'abord, je dois vous féliciter parce que votre copie n'est plus une copie. C'est vraiment impressionnant, vraiment très impressionnant. Je suis à terre et je suis très contente d'être venue. Je suis très, très fière de ce que vous avez fait parce que nous, ça fait 5 ans qu'on fait ça à Dawson, 6 ans, et on est loin encore d'être là. Je suis impressionnée du nombre de profs que vous avez, de départements que vous touchez. C'est vraiment quelque chose que je trouve étonnant parce que nous, on a plus de mal. Il faut dire qu'on commence par, on propose à nos membres d'abord de commencer par une session où c'est volontaire. Donc, c'est sûr que ça aide peut-être pas, je ne sais pas. Et la deuxième session est avec Libération. Mais comment vous faites pour aller chercher autant de monde? C'est ça que j'aimerais savoir. On aimerait s'en avoir plus, mais c'est sûr qu'il y a une enveloppe budgétaire. Puis d'ailleurs, l'enveloppe est terminée. Hein? Si vous nous demandez ce qui s'en vient l'année prochaine, on ne le sait pas parce qu'on finançait ça avec l'enveloppe ministérielle pour les EBP, SH. Donc, on espère que ça va être renouvelé ou que le collège va trouver des sous parce que c'est quand même cher, là, une journée par prof. L'année passée, on en avait 9. Là, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Mais moi, quand je vous ai rencontré il y a quelques années, j'adorais votre format,
mais puis je ne sais pas si c'est la culture anglophone versus la culture francophone, mais moi, je me disais, si on ne libère pas les profs, ça va être difficile de les avoir. Là, je pense que vous, c'était un café croissant, puis ça les attirait comme ça. Là, mais puis Paul Turcotte nous en avait parlé aussi au Vieux-Montréal, que quand c'était trop libre, trop volontaire, ça finissait par se perdre, où il y en a qui avaient beaucoup d'espoir, mais finalement, il y en a d'autres qui arrivaient plus tard, il fallait recommencer. Fait que moi, j'avais vraiment retenu vos deux expériences, puis je m'étais dit, puis en plus, on avait l'argent des projets EBP, fait que si on pouvait aller chercher de la libération, là, ça allait vraiment nous assurer de quelque chose. Puis comme on vous le disait, c'est une communauté de pratique, mais slash séminaire avec beaucoup de structures quand même. Fait que c'est peut-être ça qui fait en sorte que ça fonctionne bien. Puis pour l'appel de candidature, bien, là, c'est sûr qu'on se fie beaucoup sur le bouche à oreille là, depuis 3 ans. On a des gens qui reviennent des mêmes départements parce qu'ils ont vu leurs collègues participer à la copie puis ils étaient jaloux. Mais le projet, là, il est sur notre plateforme. Ça aussi, on pourra vous le partager. Ça explique en 4-5 pages c'est quoi le projet, c'est quoi l'objectif, c'est quoi nos attentes, c'est quoi les qualités, comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire. Fait que ça, quand on fait l'appel de candidature, on l'envoie aux enseignants. Fait qu'ils lisent ça. Puis là, si ça leur plaît puis qu'ils ont envie d'embarquer là-dedans, mais ils savent à quoi s'attendre. Fait que ça peut peut-être aider. Puis je dirais aussi que les directeurs adjoints de chacun des programmes, avec le temps, là, moussent la chose, approchent des gens même, diraient, il me semble que je te verrai aller là. Des jeunes enseignants aussi hein, qui ont envie d'un développement professionnel axé sur l'inclusion. Fait que c'est une combinaison de tous ces éléments-là. Et j'avais une autre question aussi. Ce qui m'impressionne aussi, c'est vos 2 heures et puis vous faites plein de choses pendant les 2 heures. Nous, on n'est pas beaucoup dans la communauté de pratique, puis on est des bavardes aussi, il faut dire. Donc, au bout de, on fait plus en 2 heures, 2 heures et demie, mais on fait pas on a des séances consacrées aux lectures, des séances consacrées à chaque membre. Donc, je sais pas, Bien, on gère notre temps. Là, je dirais, depuis qu'on est à 2 heures par semaine, c'est moins pire. Fait que là, notre projet, là, puis on s'est enlevé un peu de pression parce que quand on était en présence, puis qu'au début, on faisait passer 2 membres par séance, plus une lecture. Fait qu'1 heure pour un membre, 1 heure pour un autre membre, une bonne demi-heure pour la lecture, plus les réactions, plus les pauses. C'était de 1 à 4,5. Puis ma collègue CSA, à l'époque, elle apportait son time timer pour aider les TDAH. Là, c'était un peu fou. Fait que la pandémie a aidé. Là, on s'est comme dit, on va se voir moins souvent, mais plus souvent, moins longtemps. Puis cette année, ça fonctionne bien parce que nos séances types, c'est une personne qui a le droit à 1 heure, une autre personne qui a environ 20 minutes, une demi-heure présenter sa lecture, mais qu'on prévoit un autre 20 minutes, une demi-heure pour réagir parce que les gens sont bavards, puis plus le temps passe, plus ils se connaissent, plus ça devient vraiment très convivial. Puis là, cette année, on l'a mis de 1 à 3, mais comme on est tous chacun chez nous, à 3, les gens ne sont pas pressés de partir. On défonce 3h30, 4 heures souvent. Ça facilite ça peut-être là, d'être chacun à la maison. Fait que, mais je pense que ce format-là, là, même quand on reviendra en présence, je pense que c'est une personne à la fois. Là, c'est beaucoup plus réaliste parce que, puis on n'avait pas prévu au début que ça allait autant susciter d'échanges. Tu sais, la personne présente sa problématique, ses besoins, puis là, les 6, 7, 8 autres membres parlent. Là, tout le monde a sa petite feuille de moi, je veux te dire ça, je veux te dire ça, je veux te conseiller ça. Puis là, c'était plate parce que des fois, les gens n'avaient pas le temps de tout dire ce qu'ils voulaient. Fait que là, en ayant une personne parfois, là, elle a vraiment tout le temps nécessaire pour elle. Fait que ça doit être plus satisfaisant pour les gens. Et puis nous, on prône vraiment un environnement sécuritaire où on peut s'exprimer et ça, c'est très important parce qu'on est inconfortable hein, quand on est prof, des fois. On l'a nommé dans les qualités recherchées au début, hein, ouverture, respect. Puis, tu sais, dans l'inclusion, ça a bien beau être des gens volontaires, mais il y a toujours une part de préjugés qui peut rester. Hein. On a chacun nos opinions là, par rapport à l'accueil de ces clientèles-là en enseignement supérieur. C'est à ça que sert la première rencontre. Au début, là, on présente le fonctionnement de la copie, mais on met bien les cartes sur table. Puis quand on fait l'atelier sur la posture pédagogique avec Anne-Marie, bien là, elle vient vraiment dire, ça se peut que toi, ça ne te tente pas d'enseigner à un autiste ou à quelqu'un qui a la tourette puis qui crie dans ta classe. Fait que, tu sais, on désamorce ça puis on les met bien à l'aise dès le départ. Fait qu'après ça, on peut se permettre de discuter de tout. Il y a une certaine intimité qui se crée aussi hein, au fil des semaines. Il nous reste 2 minutes. Je vous demanderai peut-être de pouvoir présenter un outil qui pourrait s'avérer là, intéressant pour tout le monde. Puis ensuite, j'irais peut-être avec la fiche de co-développement, Marie, si tu l'as. Pendant que tu l'ouvres, je dirais qu'on ne l'avait pas la première année. On avait proposé des rencontres individuelles à chacune des personnes qui allaient passer dans les semaines suivantes. On disait avant de te présenter à ta séance, viens voir une de nous deux ou nous deux. On va valider avec toi les besoins puis tout ça, puis t'aider à ce que tu puisses en retirer le plus possible. Mais on devait toujours répéter à chaque fois. Il y en a qui ne jugeaient pas bon de venir nous voir, mais rendu sur place, ça allait un petit peu n'importe où. Fait que l'année d'ensuite, on est arrivé avec ça. Je n'ai pas la référence exacte, mais c'était une directrice
directrice aux affaires étudiantes chez nous qui avait participé à des communautés de pratique ailleurs, qui nous est arrivé avec ça à un moment donné. On l'a beaucoup adapté, là. Mais là, vous voyez, là, on leur dit c'est quoi, d'identifier le besoin répandu chez les étudiants, c'est quoi l'historique, pourquoi vous avez choisi ce problème-là, cet aspect-là. Peux-tu le grossir un petit peu, Marie, s'il te plaît? Ouais. La présentation de leur cas, ils peuvent le présenter sous forme d'histoire, donc l'essentiel du sujet, du thème, pourquoi ils veulent consulter leurs collègues, c'est quoi la question qu'ils souhaitent poser. Après ça, le contexte particulier, les clientèles, ils parlent un peu de leur programme. Des fois, il y a des clientèles types là, dans certains programmes. Donc, c'est quoi le contexte d'enseignement? Êtes-vous en enseignement théorique, en stage, en laboratoire? Vraiment pour bien situer les enjeux qui sont en cause. Avez-vous un problème d'éthique? Justement, on en parlait, ça peut être sensible, ou d'équité envers les autres étudiants, votre propre sentiment de compétence par rapport à ça, c'est quoi? Votre culture départementale, est-ce qu'il y a des règles, des embûches administratives qui vous préoccupent? Après ça, qu'est-ce que vous avez essayé? Parce qu'on veut pas qu'ils nous, qu'ils nous passent le problème comme ça, là, qu'ils commencent à y penser ou qu'ils parlent à leurs collègues de qu'est-ce qu'on a fait dans notre département pour améliorer ça. Donc, avez-vous entrepris des démarches? Êtes-vous allé voir des services? Avez-vous discuté avec des collègues? Avez-vous lu? Là, il y en a une hier, elle avait vraiment beaucoup lu à l'avance. Fait qu'on partait avec une longueur d'avance. Quelle information vous avez recherché? Vous faites des lectures, tout ça. Après ça, on tombe tous dans le personnel, leur posture professionnelle. C'est quoi les valeurs qui vous interpellent là-dedans? Sentez-vous un malaise? Est-ce que ça va à l'encontre de vos croyances? C'est quoi vos sentiments? Il y en a qui peuvent vraiment vivre une certaine forme de détresse envers certaines situations d'handicap. Donc, c'est quoi vos sentiments, vos émotions par rapport à ça? C'est quoi votre questionnaire sur votre rôle? Où s'arrête votre rôle de prof dans votre discipline versus l'accompagnement? Votre sentiment de compétence par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez venir chercher, améliorer? Donc, votre besoin en tant qu'enseignant à vous. Pourquoi vous voulez consulter vos collègues là, cette semaine là-dessus? Vous voulez repartir avec quoi? Donc là, on les amène à réfléchir aux résultats souhaités. Comment vous voulez que ça se passe? Est-ce que vous voulez recevoir des conseils? Est-ce que vous voulez des nouvelles idées? Voulez-vous ventiler sur une situation difficile, avoir un soutien moral? Voulez-vous aller chercher des outils, être confronté, qu'on vous dise ça me semble que tu fais fausse route, avoir des commentaires sur vos stratégies. Voulez-vous soumettre votre matériel aux collègues pour avoir des commentaires? Vous l'envoyez avant si vous voulez. Donc, on veut qu'ils réfléchissent à qu'est-ce que tu veux aller chercher puis qu'en retirer le plus possible de cet après-midi-là qui leur est consacré. Puis, dans le fond, l'objectif qu'ils veulent atteindre au sortir de la rencontre. Je pense que ça s'arrête là. Hein? Fait que c'est un outil qui peut être universel là, on est en inclusion, là, mais comme je vous dis, ça vient d'autres communautés de pratique. Ça peut servir à plein d'autres thèmes. Un gros merci. Écoutez, il y a Justine Lily là, qui nous dit qu'elle aimerait bien avoir accès à toutes ces ressources pour apprendre et s'inspirer de tout ce travail colossal. Est-ce qu'il pourrait y avoir un cas d'invité sur Omnivox? Oui. Ils peuvent nous appeler à Omnivox, je ne sais pas, mais écrivez-nous, puis on va vous les envoyer. Là. C'est juste que si on vous répond, si avec l'enregistrement, on joint toutes ces pièces-là, ça va être un peu lourd, puis c'est pas trop dans vos pratiques, là. Mais appelez-nous, puis on vous montrera. Mais puis là, s'il y en a qui veulent rester, on peut ouvrir d'autres outils là, sur notre plateforme, il n'y a aucun problème. Encore quelques minutes, là, si vous voulez. Je sais qu'il y avait le carnet de pratique. Le carnet de pratique ou le Digo, là, méconnu aussi, on peut montrer ça. Est-ce que j'aimerais savoir, est-ce que peut-être lever la main, mais lever la main, on ne répondra pas à vos questions si vous levez la main, mais les personnes qui seraient intéressées à voir, entre autres, la bibliothèque Digo, levez la main, comme ça va me donner une idée là, je pense que là, pour le moment, il n'y a pas. Non, je pense que de toute façon, il est c'est ça, déjà midi et 45. Mais ça pourra peut-être être une prochaine fois, quitte à ce que la bibliothèque Digo soit accessible en mode non-modification, puis envoyer le lien, on verra. Moi, je vais vous dire que personnellement, ça m'intéresse de voir comment vous fonctionnez, c'est certain. C'était extraordinaire, c'est motivant, c'est vraiment tout ce que vous avez fait, c'est extraordinaire, tant pour soutenir les enseignants, mais surtout les étudiants qui vivent avec de telles situations. Bravo à toutes les deux, puis bravo à votre communauté de pratique. Un gros merci. Alors, merci. Tout le monde, il y a quelqu'un qui voudrait rester pour Digo, mais là, on peut peut-être prendre, deux minutes pour présenter Digo et ensuite on arrête le webinaire. D'accord? Parfait. Oui. OK. Parce qu'il y a moins de personnes d'ailleurs. Fait que peut-être brièvement. Oui, pendant que tu l'ouvres, Maryse, merci beaucoup de l'invitation de la QPC aujourd'hui dans le webinaire. Puis on va sans doute se revoir au symposium du CRISPECH. Donc, Catherine Soleil vous parlait. On va sans doute être de retour. On va essayer d'amener des profs avec nous pour venir témoigner. Puis, c'est comme on vous l'a dit, là, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous envoyer les outils qui vous intéressent.
Tout à fait. C'est ça le plus simple, je pense. Fait que Digo, c'est pas nécessairement joli. C'est un réseau social. C'est comme une bibliothèque de liens. Là, ce qu'on voit là, c'est référence après référence en ordre comme chronologique, là, je pense. Mais on peut l'interroger. Là, vu que c'est un site web, tu peux pas le Je peux grossir. pas grossir, c'est ça. Ce que vous voyez là, dans la colonne de droite en dessous de Ici, là. tag, là, c'est que vous voyez nos thèmes. Là, je vais les nommer. On a CUA, on a article, il y a des formats puis il y a des thèmes. Donc, la CUA, c'est un thème, l'article, c'est un format, webinaire, des outils technologiques, des choses concernant les styles d'apprentissage, la santé mentale, les stratégies d'évaluation, j'imagine, des dossiers thématiques, des troubles. Vous voyez, on parle de plein de troubles, on parle de plein de formats. Fait qu'on peut aller cliquer sur un. Là, on voit que dans CUA, on a 8 références. Puis là, on va juste chercher le lien. C'est très, très facile. On est en train de lire un article, mettons, de pédagogie collégiale, puis on a envie de se le garder dans notre bibliothèque. C'est un outil qui est très utile pour les étudiants au cycle supérieur, là, quand on fait une maîtrise ou un doctorat là-dessus, de se garder toutes nos références. Mais même dans notre vie professionnelle à nous, on voit toutes sortes de choses passer en lisant des infolettes, peu importe. Puis on se dit, ça, je veux me le garder, je n'ai pas le temps de le lire, mais je vais aller me le classer. Fait que c'est de s'organiser une bibliothèque. Nous, on s'est fait une arborescence. C'est à nous de choisir le format. Là. Tout ce que vous voyez là, c'est qu'on se l'était fixé au départ pour essayer de couvrir tous les thèmes, tous les formats. Fait que quand on va déposer, par exemple, là, il y en a un là, impact des applications en salle de la conception universelle de l'apprentissage. Bon, quand on lit ça, là, on se questionne, on va aller nommer le format, on va aller dire de quoi il parle. Bon, ça tombe sur Dawson, tant mieux pour vous. Donc, on va résumer en quelques tags, en quelques mots-clés de quoi parle la ressource. Fait qu'on la classe dans notre bibliothèque. Fait que donc, quand on l'a, au début, c'est les professionnels qui ont le garni, c'est sûr, là, puis avec le temps, on en rajoute. Puis même, là, Marie, je ne sais pas si tu l'as d'installer, toi, sur ton poste, mais moi, dans ma barre de favoris, en haut, là, j'ai le logo de Digo. Puis quand je suis en train de lire un document, un article, je trouve ça intéressant. Fait que j'ai juste à cliquer là-dessus, puis ça me dit Save to Digo, là, enregistrer dans Digo. Fait que là, je peux utiliser mon arborescence puis le classer au bon endroit, y mettre un titre intéressant. Là, des fois, c'est pas joli comme ça. Il y a des numéros, tout ça, fait qu'on le met beau. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est quand on est en train de lire quelque chose puis qu'on se dit je vais me le garder, mais est-ce que je l'avais déjà? Bien, si on l'a dans notre Digo, il y a un petit dessin par-dessus qui s'ajoute. Fait que ça fait tu l'as déjà, c'est parfait. Fait que vous voyez, ça, c'est vous pourriez vous le partir mettons, à l'intérieur de votre communauté de CP ou de CSA ou autre, ou même dans votre vie personnelle, comme je vous disais. Fait que tout le monde peut aller le nourrir. Il faut s'entendre sur une façon de classer les choses. Là. C'est pour ça que nous, c'est plutôt les animatrices qui le gèrent. Là. Mais il suffit d'aller classer des liens. C'est des liens, fait que c'est tout du web. Là. On ne peut pas mettre des PDF là-dedans, mais si les PDF sont en ligne, ben, tant mieux. Fait qu'on classe toutes sortes de choses. On les organise par thème puis par format. Puis nous, ben, on fournit ça à nos membres de la copie parce qu'on leur demande de faire des lectures. Puis il y en a des fois qui ne savent pas trop où aller, quoi chercher. Fait que nous, on sait que c'est des documents là, qu'on a jugés intéressants. Fait qu'on les met là. Mais il y a différentes grandeurs. Hein. Il y a des articles de pédagogie collégiale, puis il y a des ouvrages de 400 pages. Fait que les enseignants, ils choisissent là-dedans, puis on essaye de doser ce qu'on leur demande aussi. Fait que c'est ça. C'est gratuit. Il y a des versions payantes qui ont plus de choses, où on peut annoter, mettre des résumés, tout ça, là, mais vous pouvez aller voir, taper Digo. C'est juste en anglais, mais il y a une traduction qui existe. Là. Fait que vous pouvez aller vous le créer. Moi, je me promets toujours de m'en faire un dans ma vie personnelle pour aller noter les liens que je trouve au fil des semaines. Là. Mais c'est un outil fort pratique qu'on utilise dans notre communauté. Alors, merci à toutes les deux. Merci beaucoup pour votre générosité et aux personnes qui sont encore là d'ici à dans une heure. Vous allez recevoir le lien vers le document, tout le document de clavardage, les questions qui ont été posées, etc. Et vous serez avisés quand l'enregistrement sera accessible en ligne. Merci tout le monde. Parfait, merci beaucoup. Plaisir, merci tout au revoir. Merci beaucoup Marie. À bientôt. Bonjour.